épidémie, donc le paysage est très très différent puisqu'il n'y a pas vraiment de business, quoi. C'est pas comme dans l'IA santé, on n'a pas le même système, etc., le même écosystème, comme on dit. Donc on n'a pas du tout, c'est pas du tout pareil. Donc c'est très très différent et beaucoup plus exploratoire. Je trouve encore beaucoup dans le domaine de la recherche, etc. Donc moi j'ai cherché dans les littératures scientifiques avant tout parce qu'il n'y a pas grand-chose sur les sites institutionnels là-dessus. Euh, alors, un premier papier très intéressant que j'ai trouvé dans le 2023, International Journal d'Epidemiology, sur en fait le vocabulaire. Parce que finalement, vous avez vu les termes qu'on a utilisés, features, je sais pas quoi, training, classification, tout ça. Ça, c'est le langage actuel de l'IA. Mais en fait, on peut raccrocher ça à ce dont on a plus l'habitude, notre langage qu'on a appris nous, plutôt, donc la colonne de gauche, hein, épidémio et biostat. Donc, par exemple, le gold standard dont on a l'habitude, ça s'appelle pas comme ça dans l'IA. Ça s'appelle Ground Truth or Label. OK? Voilà, il faut savoir. Donc, la référence, c'est Ground Truth, donc la vérité de base, quoi, de sol. Les facteurs de risque ou les variables donc, indépendantes, ça s'appelle les features, donc les caractéristiques. Voilà. En stat, on parlait de modèle fitting, donc maintenant, on parle de modèle training pour l'IA. Voilà. Donc, c'est important d'avoir cette correspondance des mots, des vocabulaires, pour savoir un peu de quoi on parle. Et puis surtout, ça nous rassure un peu, on se sent un peu plus à l'aise. Euh, Validation interne, donc c'est validation. Et donc la validation externe, dont on a un petit peu parlé rapidement avec les tests, s'appelle donc le test, effectivement. La prédiction devient classification. OK. Et puis l'overfitting, on discutera à la fin, ça reste overfitting quand même, hein. C'est quand le modèle ne marche pas en dehors d'un cours d'apprentissage. Voilà. Alors, évidemment, j'ai commencé par regarder ce que disent les LM quand même sur IA épidémio quand même. Donc là, j'en ai sélectionné que deux, donc Claude Anthropique et puis le chat de Mistral, qui nous donnent à peu près les mêmes choses. Rien de très bouleversifiant, en fait, de très, voilà, assez classique pour nous. C'est vrai que il y a Claude qui parle des problèmes éthiques et méthodologiques, et bon, peu importe. Mais en fait, je trouve au-delà de ce qui sort là, tous ces têtes de chapitre, ça renvoie un peu à une autre discussion sur qu'est-ce que l'épidémiologie aussi, hein, la discussion. Parce que finalement, ça veut dire quoi? Ces LLM nous ressortent un peu ce qu'ils trouvent dans la littérature sur qu'est-ce que l'épidémiologie. Donc c'est une grande discussion qu'on a à Peter. Qu'est-ce que le métier d'épidémiologiste? Il commence où? Il s'arrête où surtout? Et là, vous voyez, ça va jusqu'au développement de vaccins, de traitements. On est un peu limite. Est-ce qu'on est encore dans l'épidémie ou pas, etc. Enfin, bon, on peut en discuter. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ces LLM reflètent ce que c'est pour eux, enfin, ce en quoi ils ont été entraînés plutôt, quelle image ils ont des LLM. Voilà. Alors, vous voyez, les paquets donc, sont assez cohérents, quoi, surveillance, détection anomalie, tout ce qui est autour de évidemment, des systèmes de prédiction, de prévention des épidémies, de modélisation des épidémies. Analyse des données de santé, là, je n'irai pas trop parce qu'en fait, c'est assez banal comme, enfin, je trouve, enfin, on va pas parler d'analyse de données de santé ici. L'IA peut aider, bon. Optimisation des interventions, ça c'est intéressant. Et puis, donc, recherche-développement, j'en parlerai un petit peu. Voilà, j'ai essayé d'autres LLM, ils donnent à peu près la même chose, hein. C'est même grand paquet, rien de très d'extraordinaire, je trouve, hein. Voilà, alors, ensuite, donc j'ai balayé, j'ai lu quelques articles en privilégiant donc plutôt des revues, des choses comme ça, plutôt que des articles très pointus. Alors, il y a un premier papier 2024, donc j'ai pris que des papiers en gros de l'année, hein, 24 ou 25. Ça, c'est une revue systématique d'IA pour identifier des clusters, détection précoce. Donc, c'est un papier de Christo Elmore qui a regardé 33, qui a retenu plutôt 33 études sur des thématiques infectieuses différentes, dengue, TB, etc., comme vous voyez ici. C'était toujours, quand on soulève un peu le capot voilà, toujours régression et classification, c'est-à-dire on estime le nombre de cas, on décide si oui ou non il y a une épidémie, si un seuil a été franchi, etc. Donc c'est un peu ce qu'on connaît quand même, hein.
Donc, ça régresse et ça classe, en gros. Et les outils, les algos utilisés, donc, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des forêts aléatoires, des choses comme ça, réseaux neuronaux, voilà. Et c'est à peu près le seul papier vraiment que j'ai trouvé qui fait une analyse un peu de ces IA qui identifient des clusters, enfin, qui ont pour but d'identifier des clusters ou de faire la détection précoce, au moins récemment, hein. Voilà. Juste pour montrer, en fait, les algos qui sont utilisés, une partie, on sait ce que c'est, d'autres parties sont plutôt novateurs quand on parle de boosting. C'est sûr que ça ne nous dit pas grand-chose a priori, enfin, c'est juste la régression classification, hein. Ils sont tous algos qui sont faits et disponibles sur Python, hein, bien sûr. Alors, du côté OMS et surveillance, il y a effectivement cette initiative Epidemic Insurance from Open Source, son EIOS, qui dit être effectivement une source, initiative mondiale, leading, donc en pointe, pour utiliser pour l'intelligence en santé publique et la prise de décision. Alors, il y a eu un meeting à Dakar fin donc 2024, et je vais vous parce que j'étais pas sûr que ce soit une IA en fait, c'est plutôt ça, hein. Moi, quand j'ai regardé un petit peu au début, j'ai trouvé que c'était surtout du web scraping, c'est-à-dire on récupère tout ce qui est disponible sur Internet, les journaux, etc. Effectivement, quand on clique sur le premier lien, là, vous verrez effectivement se dérouler toutes les actualités qui sont récupérées, scrappées, hein, c'est ça le web, sur le web. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement le meeting, donc le meeting de Dakar. Donc, on va passer une vidéo, si ça va marcher, où il parle effectivement d'IA insérée dans cette iOS ou en développement. Voilà. Ok, merci. Donc voilà, donc j'ai un peu un sentiment mitigé par rapport à cette initiative de l'OMS. Web scrapping très bien, je ne suis pas encore persuadé que les outils d'IA tels qu'on vient un peu de les voir soient vraiment utilisés. Mais bon, je ne sais pas trop. Franchement, il y a beaucoup d'annonces. La réalité, bon, on verra. Alors, par contre, dans le vrai, il y a une start-up qui a fait parler d'elle, qui s'appelle Blue Dot, puisque c'est elle c'est une start-up au Canada, hein, qui fait de la surveillance, web scraping et vraiment de l'IA en temps réel. Et c'est Blue Dot qui a publié donc la première alerte sur l'épidémie de Covid donc à Wuhan, avant l'OMS, et qui a dit, qui a fait tourner donc ces modèles IA et qui a dit il y a eu une épidémie effectivement là-bas. Blue Dot. Vous pouvez les voir, ils existent depuis longtemps et ils font un super job. Et il y a aussi Harvard avec ce site HealthMap là. Je ne sais pas encore si c'est l'IA ou pas, c'est du web scrapping, c'est sûr. Voilà. Mais donc, c'est ce que j'ai un peu identifié en termes de surveillance actuellement euh, sur le web. Alors, je voulais juste faire un point sur à quoi ça peut aider en termes de collecte des données, d'extraction, structuration. Évidemment, donc structuration, c'est le mot, c'est annotation, labellisation, annotation. Maintenant, c'est le mot qu'il faut utiliser si vous êtes in, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez la différence entre les bases de données centralisées et fédérées. Fédérées, c'est distribué. Donc, en fait, ces modèles, ces IA, en fait, apprennent de façon beaucoup plus performante, au moins équivalente, à partir des bases de données distribuées. C'est-à-dire qu'un peu, elle va chercher un peu partout et non pas sur une base centralisée. Et d'ailleurs, c'est une évolution de la recherche clinique et de plus en plus de travail en fédéré et pas en centralisé d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais disons que l'apprentissage à partir de ces bases distribuées est au moins aussi efficace qu'à partir des bases centralisées. Et moins dépendante effectivement d'un provider, etc. Donc beaucoup moins sensible finalement à des aléas politiques ou autres, etc. Elle permet évidemment d'harmoniser tous les formats de data, d'accord, OK. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez plusieurs bases de données que vous souhaitez donc apparier de façon anonyme, ça permet de le faire, ou probabiliste, hein, fonction, okay, ça permet de le faire de façon beaucoup plus efficace que nos traitements statistiques ou traitements de données actuellement. Donc ça, il y a un vrai bénéfice
cet appariement et donc le record linkage. Voilà. En termes de surveillance, ce que j'ai retenu des lectures donc, des articles, c'est que l'IA, en termes de surveillance, pourrait permettre d'améliorer la représentativité en fait des données donc euh, utilisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas que des données observées, aussi des données qui ont été complétées. C'est-à-dire que ça permet pour être simple, de boucher les trous, enfin, c'est-à-dire d'estimer des valeurs manquantes, choses comme ça, des données manquantes. Voilà. Donc, ça permet en fait d'améliorer un peu la représentativité et donc le coût d'efficacité des systèmes de surveillance. Le deuxième point est intéressant, ce que j'ai compris, c'est que ça s'appelle surveillance adaptative. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, vous avez des données de surveillance dans par exemple, une épidémie, je ne sais pas quoi. Il y a des données de surveillance au niveau d'un point d'entrée aérien, par exemple. Et l'IA va vous dire, tiens, va surtout voir les ports d'entrée dans tel et tel autre pays. Donc, en fait, et adapter la surveillance en temps réel, façon donc adaptative, en conseillant d'aller voir les points d'entrée ailleurs, par exemple, pour compléter les données, etc. Et le troisième point qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin de données de haute résolution, extrêmement denses, etc. Elle peut se contenter de données qui sont moins, moins denses, si je puis, moins précises, si vous voulez, que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et enfin, les modèles de fondation, donc, qui sont, dont on a un petit peu vu tout à l'heure, l'IA générative, c'est effectivement une voie assez puissante pour analyser les séries chronologiques qui sont, qu'on utilise en routine, en surveillance. Alors, par contre, pour qu'il y ait un réel bénéfice de ces outils d'IA associés donc, au traitement de ces données de surveillance, c'est certain qu'il faut lier enfin, il faut que les communautés travaillent ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont du côté data travaillent avec ceux qui sont voilà, c'est pas nous, Agnès, qui sont donc effectivement sur le terrain, en pratique, etc. Il faut vraiment lier les approches computationnelles, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en termes de modèles, etc. Et puis, les côtés pratiques pour qu'il y ait vraiment un bénéfice de l'IA. Autrement, ça ne va pas fonctionner, hein. Voilà, alors là pour ceux qui sont intéressés, parce que moi je n'ai pas eu le temps de les lire en détail, c'est des revues en fait sur l'IA dans les gestions de crise, urgence santé publique. Le premier article, en fait, il annonce une série d'articles, le premier là de Chumachenko, publié donc en 2024 aussi. En fait, c'est une série d'articles derrière, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent aux urgences santé publique et donc comment l'IA a été utilisée dans ces catastrophes. Voilà, le deuxième article aussi, c'est du même ordre. Alors, ça aussi, ça c'est un article important, j'ai mis aussi un éclair rouge, qui est sorti il n'y a pas longtemps, publié le 19 février 2025. Donc, c'est l'IA pour modéliser les épidémies, et donc maladies infectieuses. Alors, il y a plein d'auteurs, Oxford, mais il y a aussi Pasteur avec Simon Cochman, etc. Donc, Imperial College, UCL, ouais, etc. Plein de noms. Neil Ferguson, je vois au milieu. Avec un autre aussi papier en bas qui complète bien aussi, publié récemment, en 2025 aussi, sur la modélisation depuis donc, le modèle d'épidémie, mais jusqu'au développement du vaccin. Alors, voilà, ça c'est un peu compliqué, mais c'est tiré de l'article de Kramer dans Nature, justement. Alors, il y a trois, je reste ici pour le micro, oui. Il y a trois, il y a trois composantes importantes qui sortent de cet article, trois dimensions importantes où l'IA donc peut jouer un rôle très important. À gauche, d'abord, c'est effectivement tout ce qui est donc dans la planification des modélisations donc des épidémies, d'accord. Au milieu, c'est effectivement les mécanismes de transmission. Et à droite, effectivement, c'est l'accélération donc de réponse, et là de vaccins en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que chaque fois,
on a un training set, vous voyez, un entraînement à partir, donc à gauche, de données spatio-temporelles, au milieu de justement des fameux graphes dont je vais un petit peu parler pour les transmissions, etc., les réseaux de contacts, les transmissions, et puis à droite à partir des données de génomique. Vous voyez qu'à gauche, ce qui est utilisé, c'est cette fameuse architecture transformer dont on a parlé, des LLM, avec l'encodage, décodage, etc. Et donc capacité à planifier, modéliser donc les épidémies. Donc, la deuxième partie, effectivement, qui fait appel cette fois-ci à des graphes, à des réseaux de neurones graphiques, à partir donc de données d'un training set qui sont des graphes annotés, hein, de réseaux de contact, par exemple, permet effectivement donc d'aider à la compréhension des mécanismes de transmission. Et puis, la troisième dimension qu'on voit là, c'est effectivement d'accélérer le développement des vaccins efficaces à partir effectivement d'entraînement à partir de toutes les données génomiques disponibles. Donc ça, c'est ce que j'ai dans ce papier, c'est à peu près ce que j'ai compris, identifié, c'est les trois outputs, si je puis dire, importants de cet article de Kremer, ces modèles de graphes, donc qui semblent émerger en épidémiologie des maladies infectieuses, puisque ça permet effectivement de prendre en compte tous ces réseaux de contacts, on en a parlé, vous savez, comme c'était important d'Ebola et d'autres, les Covid aussi, d'utiliser l'information qui provient des réseaux de contacts et des comportements des gens pour en fait modéliser ensuite les transmissions, effectivement, qui permet finalement donc de travailler sur la dynamique. On l'a vu aussi, ces réseaux donc, de graphes permettent aussi également de suivre l'évolution des pathogènes, okay, et puis la structure des protéines éventuellement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le couplage, en fait, j'ai trouvé, entre ces réseaux neuronaux et puis les outils de modélisation dont on a l'habitude, qui sont d'abord les modèles à compartiment, les SIR, comme vous connaissez tous, d'accord? Et ces réseaux neuronaux permettent en fait d'intégrer d'autres composants dans ces modèles à compartiment, et en particulier tout ce qui est spatial en particulier, donc spatio-temporel. Euh, pour les données, les modèles individus centrés, là, multi-agents, également, ces capacités de calcul, enfin, ces réseaux de neuronaux permettent d'intégrer donc des données massives et dynamiques. Voilà, c'est vraiment un plus sur ces modèles. Des réseaux neuronaux à mémoire, hein, qui effectivement ont été utilisés au Japon dans le Covid et qui effectivement ont fait mieux, paraît-il, que les approches standards, voilà, en termes de prévision. Un papier récent, 2025 aussi. On voit émerger aussi de l'IA générative qui intègre maintenant le comportement humain à côté donc des modèles dont on vient de parler. Donc cette dimension fondamentale donc du comportement qu'on peut intégrer donc grâce à l'IA dans cette modélisation. En Guinée, j'ai bien aimé ce papier, c'est à Guinée d'abord. Et puis des collègues donc, guinéens et des MSF qui ont travaillé effectivement sur la prédiction donc, de suppression virologique dans la maladie d'infection de VIH, etc. Alors les résultats sont assez classiques, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans les résultats, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont pu entraîner donc leur modèle à partir des données de 8 centres de santé de Conakry, utiliser un algorithme de forêt aléatoire assez classique en logistique, avec quand même une permanence qui est pas mal, avec 82% d'air sous la courbe dans leur modèle. Voilà. Et ils ont quand même conclu que c'était quand même très sensible à la qualité de données d'entraînement, on s'en doute un peu. Et puis, évidemment, spécifique au contexte guinéen. Donc, c'est effectivement un type de modèle qui est entraîné de façon très étroite sur un contexte particulier et qui ne pourrait pas être répliqué et utilisé dans un autre contexte, parce qu'il y a une base d'apprentissage qui est trop étroite, si je puis dire. Également un outil pour la surveillance des génomiques, effectivement, qui était développé. On est à la limite de l'épidémie, je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de développer un langage particulier. C'est maintenant des protein large models, c'est-à-dire c'est du langage de protéines. Effectivement, donc ils ont découpé les protéines, pareil, comme des mots.
et ils ont fait du traitement derrière, comme des mots. Donc voilà, ils ont développé un langage particulier. Et il semblerait que le modèle qui s'appelle Evolutionary Scale Modeling ait déjà engrangé 60 millions de séquences uniques qui représenteraient la diversité connue. Je ne sais pas, ça, c'est pas mon domaine, c'est ce que j'ai lu dans ce papier. Euh, alors quand même, maladie non transmissible, on peut peut-être en dire un mot. Donc il y a un papier quand même sur les maladies non transmissibles qui est ici. Je l'ai lu rapidement. Et donc, ceux qui travaillent sur cette thématique, qui n'est pas trop la mienne, bah, je vous invite à lire cet article publié en 2024 et également sur, effectivement, par contre, les biais dans le machine learning et les maladies non transmissibles. Une revue aussi, une revue systématique. Alors, les enquêtes, évidemment, c'est important pour nous. Ce papier montre en fait une enquête sur la pauvreté au Nigeria et qui montre que finalement, une IA qui a utilisé des modèles satellitaires, des modèles de satellites, des données satellitaires, je veux dire, qui étaient entraînés donc, pendant je crois, 2 ans, c'est ça, 2012-2014, à l'aide de ces données, a permis d'avoir finalement une carte de la pauvreté qui est beaucoup plus précise que les enquêtes de terrain et beaucoup moins chère finalement.